Monsieur Ndiamène, je vais commencer par vous. Je vais ouvrir cette question. Oui, je vais commencer par vous sur cette question pour parler de la différence idéologique, bien sûr, opposition et parti au pouvoir. Quelle différence? Bon, nous sommes ici trois partis politiques. On va parler sous l'arbitrage de Dr Yam Timba. Bon, ça veut pas dire qu'il n'a pas d'opinion. Hein. Il aura son opinion, bien sûr. Il aura son opinion, c'est pas... Il n'est pas encarté. Oui. Alors, moi, je pense que sur cette question de l'idéologie, il faut tout de suite, à mon sens, se rendre à l'évidence. Et de dire que, en réalité, si je prends le cas du Cameroun, il n'y a pas d'idéologie, si ce n'est de façade. En tout cas, pour le parti au pouvoir. On fait souvent référence au livre Libéralisme communautaire, peut-être écrit par Senghor, on n'en sauterait rien, mais qu'on attribue au président actuel. Il parle de quoi? Développement autocentré, des choses comme ça. Oui. Qui ne ressort d'aucun canon des grands théoriciens qu'on connaît, les Ricardo, les John Maynard Keynes, Adam Smith, les Karl Marx, non? C'est un truc de bricolage comme ça. Est-ce qu'il faudrait d'abord que ce soit référé à ces parce que, penseurs quand même, pour être valable tout à l'heure, docteur Yam Timba dit il faut savoir prendre ce qu'il y a de bien chez les autres. Oui. Ces économistes, vous prenez par exemple John Maynard Keynes, il a parlé d'un minimum d'intervention de l'État, d'un étatiste. Il pense qu'effectivement, il faut le libéralisme, mais tempéré par effectivement sur les grands travaux par l'intervention de l'État. Ça, c'est des choses qui sont objectives. Pas une question de couleur de peau, je ne sais quoi. Donc moi, je dis que dans ce pays, dans le contexte politique camerounais, il n'y a pas d'idéologie appliquée. C'est même pas ce qu'on nous demande. Les Camerounais sont sur la satisfaction des besoins basiques. Est-ce qu'on les a? On a parlé des néos dans une émission ici précédente. Vous voyez, l'arnaque des néos, depuis au moins, je ne sais pas moi, 5 ans, notamment avec les prépayés, c'est du n'importe quoi. On vous dit jusqu'à peut-être 110 kWh, c'est 59 francs, je ne sais pas combien par kilowattheure. Mais à partir d'un certain niveau de consommation, la machine devient folle. Et vous devez quand même payer, même s'il y a contestation. Que vous le vouliez ou non. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les gens vous demandent quoi en tant que parti politique? C'est de répondre aux questions pragmatiques. Mon fils a 40 ans, il a 30 ans, il vit chez moi. Il a un Master 2. Il a passé 2 ans à faire des CV sans résultat. Que faites-vous? Quelle est la réponse que vous leur apportez? Il faut avoir une vision pour ça. Bien sûr, comment employer des jeunes? Ce n'est pas les concours de la fonction publique où vous donnez 45 000 ou 50 000 bruts aux jeunes qui sont avec un master. Il a un master, mais il fait un concours au niveau BPC. Vous vous rendez compte dans ce pays? Et vous avez un master, vous êtes obligé d'aller passer un concours au niveau BPC. Mais c'est une indécence absolue. Mais on a descendu si bas que ça. Non, attendez, monsieur Manenga. Vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, je suis en train de dire... C'est quand même un niveau... Je suis en train de dire aujourd'hui, le programme politique, il en faut. Moi-même, je préside un parti politique. Donc, je ne peux pas aller vers les gens sans leur proposer à quelle sauce ils seront mangés. Il faut un programme. Moi, j'ai élaboré, pour l'instant de manière un peu expérimentale, des chantiers politiques. Sur la justice, sur l'économie, sur l'industrialisation, sur les droits de l'homme, etc., etc. Sur même la réforme de l'État et la relance industrielle, la question des salaires. Parce qu'en vérité, on est là, on accuse tout le monde, les corrompus, les policiers, tout ça. Mais comment ils font pour manger tous les jours? Ils ont quel niveau de salaire? Et comment relancer la croissance si on n'a pas de pouvoir d'achat? Tout à l'heure, je crois que Koumi en a parlé. La question fondamentale, l'idéologie, c'est quoi? Ce n'est pas les histoires de mensonges de Karl Marx. Moi, je suis totalement anticommuniste sur le plan de l'économie. Parce qu'en vérité, quand vous lisez bien Adam Smith, il dit très bien que si chacun poursuit ses propres intérêts, au final, la misère disparaîtra. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il pense que si chacun, parce que l'être humain est motivé par un certain égoïsme quand même. Donc si vous motivez les gens qui voient leur intérêt, au final, si chacun a balayé devant sa cour, le village sera propre. Maintenant, l'intervention de l'État viendra, et ça combine avec John Maynard Keynes, ce sera pour que l'État intervienne pour régulariser,
comment dirais-je, pour mettre en face les grands intérêts généraux. Tout simplement. Donc, moi, je continue à penser que il faut, quand on veut gouverner, s'enquérir des besoins élémentaires des populations. Aujourd'hui, dans le cas du Cameroun, on a besoin de routes, on en parlait tout à l'heure. On a besoin d'hôpitaux. Au Cameroun, on dit hôpitaux de référence, mais c'est faux puisque tous les ministres sont évacués. Mais c'est du n'importe quoi. Même les maires, pas seulement les ministres. Vous voyez, on a besoin des stades de football non truqués, non frelatés. Voilà Olymbe qui a devenu un éléphant blanc. Olymbe aujourd'hui, est-ce qu'il est aujourd'hui? Et on a besoin aussi d'accès à l'énergie. On a des barrages, on a 5 barrages au moins. Natchigal, Chandoulou, Mevele, Mekil, etc., etc. Prenez le cas, tout à l'heure, la dernière fois on a parlé ici des kilowattheures produits par les fournisseurs d'énergie. Natchigal était prévu pour 421 kilowattheures, on n'en a même pas 60. On a parlé de Mevele qui devait produire 211 kilowattheures, on n'en a même pas 30. Alors, sans énergie, le président Biya le rappelle tout le temps, comment voulez-vous vous développer sans courant, sans énergie? Ça, ce n'est pas une idéologie. Ça, c'est des questions pragmatiques. Manuela, si vous êtes dans mon équipe de campagne, vous allez voir que les gens vous poseront des questions sur comment fait-on pour payer à coût raisonnable et les factures. C'est les questions basiques que les gens vont vous poser. Arrêtez avec le communisme, la droite, le centre, ça c'est terminé. Nous sommes au Cameroun. C'est dépassé. C'est dépassé. Et aujourd'hui au Cameroun, c'est les questions pragmatiques. Les gens vous posent des questions sur leur vie ordinaire. Non, la question idéologique n'est pas pertinente. Mes enfants vont faire quoi dans 10 ans aujourd'hui? La question idéologique n'est pas pertinente. Oui, okay. Même en Europe, c'est dépassé. Regardez, Macron gagne parce qu'il dit qu'il n'a pas d'idéologie. Okay. Oui, en 2017, il vient et dit qu'il n'a pas d'idéologie. Il a envoyé en brousse Alain Juppé, je sais pas moi, tous ces dinosaures de la politique. Les François Fillon, les François Hollande, il les a envoyés en brousse. D'accord. Parce qu'il vient en disant qu'il n'a plus d'idéologie. Et ça correspond bien au groupe focus des Français qui voulaient qu'ils avaient des problèmes concrets terre à terre. Au Cameroun, c'est encore pire. Merci. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? Il n'y a pas de réponse. Donc cette campagne de 2025, et j'invite les Camerounais à lire les programmes politiques parce qu'on ne lit pas assez, malheureusement. Les Camerounais ne lisent pas. Et c'est ça notre drame, parce que nous ne lisons pas. On ne lit pas. Mais comment voulez-vous critiquer les gens si vous ne connaissez même pas son programme, vous ne lisez même pas son programme politique? Donc, il faut être exigeant. Merci à vous, M. N'Djamène. 3-4 minutes, M. Mandenga également. Quelle différence faites-vous? Ou alors vous pensez également que c'est dépassé parler d'idéologie aujourd'hui, dans le cas du moins sur le plan politique, au Cameroun, par exemple? Non, il serait difficile un peu de dissocier la question idéologique de la question politique. Parce que l'idéologie, elle fonde le cap, elle fonde la vision que vous avez. Bon, maintenant, dans quel cadre on met l'idéologie? Est-ce qu'on la met dans le cadre de l'idéologie selon les grands préceptes idéologiques, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, ou de l'idéologie par rapport à tout ce que vous mettez en place sur le terrain? Pour nous, sur cette question, il est clair, vous le savez, nous sommes constants dessus. Les élections, il y aura des élections cette année, une élection directe présidentielle et une élection indirecte régionale qui, évidemment, va consacrer soit un rajeunissement, soit une continuité dans la tête des affaires. Donc pour nous, nous sommes tranquilles. Nous respectons nos adversaires, nos futurs adversaires. Nous respectons M. N'Djamène. Nous respectons ceux qui ont déjà lancé des appels de fonds, mais pas ceux d'être candidats. Nous respectons ceux qui pourchassent nos artistes à l'étranger. Nous respectons ceux qui, de gauche à droite, disent des choses. Et le moment venu, bien évidemment, nous allons aller dans le cadre du marché électoral. Parce qu'il y a une demande et il y a une offre. Les Camerounais, c'est-à-dire ceux qui nous votent, c'est la demande. Ils ont des demandes. Maintenant, qu'est-ce que nous leur offrons? Donc je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, son excellence, M. Paul Biya, est engagé dans un contrat de confiance et de partenariat avec son peuple. Je vous relance. Est-ce que justement cette idéologie-là, ou alors cette vision-là, pour employer votre terme, est-ce qu'on peut dire que c'est une vision qui marche pour le Cameroun? Bien évidemment qu'elle marche, madame. Aujourd'hui, vous vous souvenez, je parle sur la coupole des plus anciens qui sont ici. Si vous prenez par exemple le volet éducatif, on ne va pas rentrer dans le fameux débat de la qualité, qui est un débat qui a mené nos 2h30. Mais avant, nos parents avaient besoin de faire 2, 3, 4, 5 km pour aller à l'école primaire. Aujourd'hui, nous avons des écoles primaires d'État
qui assurent la proximité de l'éducation. Lorsque vous prenez nos hôpitaux, c'est la même chose, que ce soit des CMA jusqu'aux hôpitaux, aux hôpitaux de référence, même si certains d'ici qui ne sont pas des hôpitaux de référence, mais nous avons des Camerounais qui se soignent au quotidien. Le problème, c'est que ce sont les dirigeants eux-mêmes qui ne se soignent pas là. Qui entrent dans des formations hospitalières et qui en ressortent. Madame Lombert, je vais vous dire, chacun se soigne au prorata de son pouvoir d'achat. Attendez, je vais expliquer. Allez-y, parce que je vais vous relancer à ce niveau. Monsieur N'Djamena, vous avez dit que je ne vous ai pas coupé. Je pense qu'on va faire la même relance. Je ne vous ai pas coupé. Il va aller. Allez-y, monsieur Mandingue. Pendant que moi, Mandingue, je prends le bus de 4000 pour aller à Yaoundé. Monsieur N'Djamena voyage en première classe, quelque part. Ça veut dire que monsieur N'Djamena a un pouvoir d'achat qui dépasse les mains et qui lui permet d'accéder à un service. Aujourd'hui, vous avez des Camerounais, vous pouvez être malade, vous pouvez décider de vous-même, soit de ne pas aller à l'hôpital de Daïdo et d'aller par exemple à des cliniques dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire de publicité. Donc d'abord c'est ça, c'est une question de santé. Maintenant, derrière, cela ne réduit pas ou cela n'élude pas qu'il y a des améliorations qui ont été faites dans le cadre du dispositif sanitaire. Ça ne peut pas annuler cela, ça ne peut pas éluder cela. Donc c'est la même chose dans l'éducation, vous pouvez le prendre sur tous les autres plans. Vous savez aujourd'hui le nombre de kilométrages, on parlait des routes tout à l'heure. Peut-être on n'a pas fait assez un clin d'œil sur ça. Avant 82, nous avons combien de kilomètres? Même si ça n'a pas atteint la saturation de ce que nous voulons, il y a eu des améliorations jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des parents encore vivants qui vous disaient que pour faire Douala Yaoundé, ce n'était pas une question d'heure, c'est souvent une question de journée, selon la météo. Mais aujourd'hui, vous pouvez le faire quand même. Donc il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui doivent être faites. Et nous reconnaissons, le président de la République le reconnaît en premier, qu'il y a des améliorations à faire. Mais ça ne peut pas éluder qu'il y a des choses qui soient faites. Donc pour clôturer cette question, nous attendons nos adversaires de façon sereine, nous les respectons tous, parce que dans la foulée de l'élection directe, il y aura des élections municipales et législatives, en espérant que certains ne boycotteront pas pour faire un challenge actuellement au cours électoral. Merci à vous, M. Mandingue. M. Kounié, justement, cette vision aujourd'hui, on est obligé quand même de parler du parti au pouvoir parce que c'est lui, effectivement, qui est au pouvoir avec sa vision. Critiqué, très très critiqué, mais critiqué pendant des années, mais on ne parvient justement pas à renverser la vapeur. Non, madame, vous ne pouvez pas dire qu'on ne parvient pas à renverser la vapeur. Puisque le parti est... Oui, la vapeur a été renversée plusieurs fois. Mais les gens persistent à utiliser la force pour rester au pouvoir. En 92, ils ont été battus. Ils ont refusé de passer le pouvoir. En 2018, ils ont été battus, qu'ils le veuillent ou pas. Ils ont refusé de connaître le résultat, les résultats. Donc, ce n'est pas parce que... Donc ça, c'est pas officiel. Non, ce qui est officiel, c'est ce qui est dit. C'est ce que le parti, c'est ce qu'ils disent. Le parti d'opposition a dit. C'est un parti. Son ex-camarade, Maître Doki a dit qu'il n'avait même pas les PV. La vidéo encore la Maître Doki qui était chef de tout ça. Allez-y, monsieur. Laissez-moi parler. Allez-y, monsieur. Je voudrais donc vous dire, vous avez parlé d'idéologie. Les idéologies ont été conçues depuis l'Antiquité. Quand vous voyez, comme on a parlé d'Adam Smith, c'est le premier qui parle de la science économique. Bon, il réfléchit en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il regarde l'économie sous le prisme d'un entrepreneur. Et c'est pour ça qu'il écrit la théorie classique de l'économie. Ça, c'est une façon de voir. Quand Karl Marx parle de l'économie, il regarde l'économie sous le prisme de l'ouvrier. Okay. C'est un ouvrier qui parle d'économie. Donc, c'est deux théories acceptables, mais qui ont des chemins divergents. Mais c'était un bourgeois. Ça ne fait rien. Quand John Maynard Keynes parle d'économie, c'est un ministre des Finances qui arrive après la crise, qui regarde l'économie sous le prisme de l'État et qui dit qu'est-ce que l'État peut faire pour redresser, n'est-ce pas, la situation face à une crise économique. Et donc, il écrit la théorie keynésienne qui est aussi une vision. Donc, toutes ces théories se superposent, ne se contredisent pas, mais c'est des visions différentes. Maintenant, quand on dit je suis de droite ou je suis de gauche, parce que je pense à la théorie, comment dire, le marxisme, le léninisme ou je ne sais pas quoi, quand on dit que je suis keynésien et tout. D'ailleurs, quand Mitterrand a pris le pouvoir en 82, lui-même a pensé qu'il était keynésien. Quand il est arrivé, il a dit qu'on devait donner le pouvoir d'achat aux Français en créant la sécurité sociale et tout ce que vous avez vu pour que les Français puissent consommer. C'est-à-dire qu'il voulait relancer
l'économie par la demande. Mais il s'est rendu compte très rapidement que ça ne pouvait pas marcher puisque ce n'était pas le contexte de 1945. Les gens ont eu les pouvoirs ont eu le pouvoir d'achat, mais ils ont préféré les biens allemands parce que c'était plus compétitif sur le marché. C'est-à-dire que quand quelqu'un voulait acheter une voiture, au lieu d'acheter une voiture fabriquée en France, il achète une voiture fabriquée en Allemagne. Du coup, ça a donné les emplois plutôt en Allemagne. Et il s'est rendu compte qu'il fallait intégrer les deux théories. C'est-à-dire qu'il fallait donner le pouvoir d'achat aux consommateurs, mais il fallait aussi financer les entreprises pour qu'ils puissent produire ce qui est compétitif à la fois. Donc, il a associé les deux. Donc, c'est pour dire que les théories telles qu'on les a présentées ne peuvent pas fonctionner dans une économie mondialisée comme c'est le cas maintenant. Voilà, donc c'est ça. Bon, maintenant, quand on revient chez nous, c'est les programmes, comme a dit Célestin, qui comptent. Okay. Qu'est-ce que nous proposons aux Camerounais? Qu'est-ce que nous proposons aux Camerounais? Nous proposons aux Camerounais que d'entrée de jeu, la première des choses, c'est la réforme institutionnelle. Les institutions, telles qu'elles sont là, ne peuvent pas... Il ne faut pas avoir un type comme M. Atangandji, qui est dans son bureau, qui pense qu'il peut convoquer les gars de l'ECAM. Qui peut convoquer... Non, attends, monsieur. Qui peut convoquer... Oui, non, je dois le dire. Il ne peut pas convoquer les gens de l'ECAM dans son bureau, trôner et faire la réunion avec eux. S'il est acteur politique, il doit se comporter comme tous les autres acteurs. Il ne peut pas convoquer les partis politiques, les chefs traditionnels dans son bureau pour faire une motion de soutien au président. Alors que, attendez, il est ministre de l'administration territoriale. Oui. Ça, c'est le bureau de l'État. Si ils ont signé d'eux-mêmes. Si les chefs traditionnels doivent faire... Attendez, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Si les chefs traditionnels, quand les évêques ont fait ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas allés chercher M. Atangandji pour qu'il vienne trôner, pour qu'ils écrivent un papier pour lui donner. Les évêques sont mis... Et vous les avez portés en triomphe. Non, quand ça vous arrange, les évêques ont fait... Quand ça vous arrange, ça devient une affaire de personne. Mais tu ne peux pas convoquer les chefs traditionnels et qui se mettent là et qu'on leur donne je ne sais pas quoi et ils écrivent un papier et tu dis Monsieur Kounié, Monsieur Kounié, quand même. Il n'en a pas le droit, monsieur. Vous attaquez l'autorité traditionnelle. Monsieur Kounié, quand même. Finalement, vous attaquez le ministre de l'administration territoriale. Oui, mais qui sont oui, même et des cultes. Mais ils sont sous son autorité, quand même. Il ne peut pas, oui. Mais il ne peut pas organiser ça. Il ne peut pas l'organiser. S'il organise en tant que vous attaquez l'autorité traditionnelle et vous attendez que vous soyez voté. Il n'a pas question de savoir. Je dis que ce qu'il fait là est totalement inadmissible. C'est un dol, c'est une triche, c'est la triche. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Il est quand même ministre de l'administration. Je suis d'accord, madame, mais vous pensez que lui doit présider une réunion de chefs traditionnels qui font les motions de soutien? Non, ça ne peut pas se faire. D'ailleurs, moi je propose, ça n'engage pas mon parti. Je propose que si nous avons le pouvoir, qu'il y ait un code d'éthique dans la fonction publique. Si vous êtes fonctionnaire et vous voulez faire de la politique, vous démissionnez de la fonction publique et vous devenez politicien. Parce que vous ne pouvez pas être... Sinon, vous allez avoir toujours des gens qui sont les fonctionnaires, qui vont dans les milieux de partis politiques avec le carburant de l'État, avec les voitures de l'État. Est-ce que vous reconnaissez les prérogatives du MINAT? Bien sûr, je connais ses prérogatives. Mais ces prérogatives, il n'a pas ces prérogatives-là. Il ne peut pas organiser le chef traditionnel pour faire ce qu'il a fait. Je dis que ça ne rentre pas dans ses prérogatives. Là, il est hors du sujet. Jean Kouété pourrait le faire. Vous allez parler. Bon, maintenant, pour revenir... Je voulais faire une précision. Permettez à M. N'Djamena. Le ministre de l'administration territoriale, il agit sous la vision définie par le président de la République. Je prends le cas du pèlerinage à la Mecque. Le président qui a décidé, je suis contre pourtant, de financer les musulmans qui vont à la Mecque. Atangandji était il y a 2 semaines, le ministre de l'AT, à Jeddah, en Arabie Saoudite, pour accompagner et pour signer des accords. C'est pas la même chose. Non, attends, j'arrive. On va à une élection. J'arrive à ta question. Dans les affaires de Jeddah. J'avais des questions. Quand on est ministre de l'AT des cultes, quand vous faites une demande d'audience au ministre de l'AT, que vous soyez protestant, catholique, musulman, il vous reçoit. Il vous reçoit. Les chefs traditionnels ont fait une demande d'audience pour venir faire leur réunion. Non. Ils sont venus à la demande justement du MINAT, qui est en gros leur tutelle, parce que les chefs de 3e degré, premier, 2e, sont sous la tutelle, qu'on le veuille ou non, du MINAT. Ils sont venus faire quoi? Mais est-ce que vous questionnez? Moi, je ne sais pas comment. Mais là, monsieur Kounié, on ne peut pas. Le ministre il ne peut pas soutenir ça. Tu ne peux pas soutenir cette... Non, c'est à la suite de leur assemblée au palais des congrès. Le MINAT. Ils ont une assemblée. Il y a l'assemblée des chefs du Cameroun. Ils terminent, ils vont. Je termine en disant ceci. Ils vont le voir pour faire l'État du Cameroun, le gouvernement n'est soumis à aucune religion. Mais ça n'empêche pas pour autant
de recevoir les communautés religieuses. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas les recevoir. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant ces réunions-là? Je n'en sais trop rien. Il faut aussi interroger l'autre côté. Qu'est-ce que les pasteurs vont faire au Minac? Qu'est-ce que les musulmans, qu'est-ce que les imams vont faire au Minac? Pourquoi ils les reçoivent? C'est la demande de qui? Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas les recevoir. Etc. Je n'ai pas dit qu'il ne doit pas. Mais les camarades de Kounié ont lancé une fatwa contre les autres ordres religieux parce qu'il fallait suivre quelques évêques. C'est incroyable. J'ai toujours dit, et je persiste, le ministre Laté est dans son domaine, il fait son travail. Et je soutiens son travail. Je dis que ce gouvernement est médiocre, mais ce ministre travaille. C'est vous qui avez la parole, vous allez parler. Je m'explique. C'est vous qui avez la parole. Je chute en disant ceci. On remet la parole à monsieur Kounié. Il faut que les gens sachent que dans sa relation avec la communauté religieuse, c'est inscrit dans son cahier de charge. Okay. Il est ministre des cultes et de l'administration territoriale. Maintenant, quand ils veulent recevoir ces communautés-là, je ne sais pas la demande de qui il le fait, mais toujours est-il qu'il n'est pas hors de son domaine. D'accord. Il n'est pas en dehors de son domaine. Je crois que c'est très bien compris. Bon, oui, monsieur. Je voudrais donc dire que nous sommes en période électorale. Si vous voulez faire une motion de soutien au chef de l'État, vous réunissez, vous faites votre motion de soutien. Ça ne doit pas être commandité par quelqu'un qui vient vous donner les 3 millions, les 5 millions. Bon. Ça a été dit. Là, donc, mais c'est pas... C'est des chefs traditionnels. C'est ce qui a été dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qui a été dit. Dans toute la presse, c'était à la une de tous les journaux. Donc je dis... Ce qui s'est passé est totalement inadmissible. Et je vais vous dire, quand il convoque Elekam dans son bureau pour donner des instructions à Elekam, il n'est pas dans son rôle. Il n'est pas dans son rôle. Il est peut-être très zélé, mais je dis qu'il n'est pas dans son rôle. Et ça, il faut qu'on le dise. Nous allons vers une... Parce que si on ne le dit pas aujourd'hui, ce monsieur va commencer à faire des choses totalement en dehors de ses prérogatives. Parce que rien ne l'arrête. Il va faire tout ce qu'il veut. Et je pense que ce n'est pas le moment de lui dire qu'il doit s'assurer qu'il est dans son rôle avant de poser ça. Qu'il a convoqué. Alors je voudrais dire ceci. Nous parlions de... L'idéologie. De l'idéologie. Donc, je disais donc qu'il est question de dire ce qu'on va faire. Qu'est-ce que les Camerounais ont comme problème et qu'est-ce que vous apportez comme solution. Il a parlé tout à l'heure des néo. Je vais lui dire, je regrette, mais il faut noter que ça, c'est des domaines qui sont très déstructurés, désorganisés. Quand vous allez même à New Bel, vous regardez, Eneo n'a pas, la Sonère ou Eneo ne place pas plus de 2000 compteurs dans toute la République. Dans toute la République. Et quand vous prenez une ville comme Douala, il y a beaucoup de gens qui consomment l'électricité et qui n'ont pas de compteur. Donc le travail, c'est déstructuré. Il fallait confier même la pose de compteur aux municipalités. C'est-à-dire qu'on ne paye pas le compteur. Dès que vous avez un ménage et que vous pouvez payer le courant, on vous met le compteur. On vous pose des conditions. Parce que quand vous allez à New Bel, il y a des quartiers. Vous allez payer comment? Attends, il y a des quartiers à New Bel où quand vous venez, vous arrêtez un compteur, tout le quartier s'éteint. Parce que tout le monde est greffé dessus. Mais c'est pas rentable. C'est-à-dire que tout est désorganisé. Il y a un mot pour ça, on appelle ça son loulou. Si vous arrêtez un compteur, il y a 50 maisons qui s'arrêtent. Donc l'énergie n'est pas rentabilisée. Il n'y a pas d'âme en Nubel, pas comme il a. Même à Nubel. Donc vraiment, il faut qu'on sorte de tout ça. Il faut qu'on sorte de tout ça. Et moi, je pense que les autorités doivent aider, même les sociétés qui travaillent pour nous, à rentabiliser leur travail et que cela puisse permettre d'avoir les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre service. Alors, donc, quand on arrive, les gens veulent l'électricité, ils veulent l'eau, ils veulent les routes, ils veulent se soigner, etc. Ils veulent quitter le Kribi, arriver à Ebolo, rentrer à aider pour contourner toute la République. Quand on leur a promis la route depuis 30 ans, on leur dit qu'on va partir de Kribi à Ebolova, mais tous les jours on rentre à aider, on fait le tour du Cameroun avant d'arriver. C'est ça des problèmes qu'il faut résoudre. Et quand on peut résoudre ces problèmes, quand on veut aller aux élections, il faut dire comment est-ce que vous apportez des solutions à ces problèmes dont les Camerounais en souffrent depuis très longtemps. Voilà ce qu'il faut faire. Et nous avons un programme où nous avons, n'est-ce pas, nous allons expliquer d'ailleurs au cours de la campagne électorale comment nous allons faire pour pouvoir, n'est-ce pas, amener les Camerounais à sortir de cet étau dans lequel le RDPC les a pris. Merci à vous, M. Kounié. Dr Yam Timba, 3-4 minutes pour sortir. Ah bon, 3? Oui. D'accord. Je pense que nous devons faire très attention sur cette question-là. Oui. C'est probablement l'une des questions les plus importantes une des questions les plus importantes à laquelle les partis politiques devraient pouvoir répondre. Mais je suis très étonné que j'ai 3 partis politiques
sur ce plateau et je n'ai pas entendu dire quelque chose de structuré et de sérieux sur la question. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. C'est pas une question de temps. C'est pas une question de temps. Nous allons le faire. Un État, une société, vous avez deux considérations fondamentales. Vous avez la considération, vous avez, si vous voulez, la dichotomie entre l'individu et la collectivité, d'une part, et vous avez de l'autre côté la production et la régulation. Et ces quatre choses déterminent fondamentalement ce qu'on va appeler l'idéologie. C'est-à-dire, en fait, votre vision, l'ensemble des valeurs, des perspectives, etc., que vous vous donnez. Si vous dites que nous considérons la régulation comme fondamentale par rapport à la production, vous êtes dans une sorte, vous rentrez dans une certaine façon de voir. Si vous dites que l'individu a la préséance sur la collectivité, c'est une autre façon de voir et ça détermine votre vision idéologique, la formulation de vos idéologies. Prétendre que Keynes va venir dire qu'il n'y a pas d'idéologie, ce n'est pas tout à fait vrai. Keynes, c'est le libéralisme. Bien sûr. Et vous avez donc, c'est toute une approche, dire que Keynes n'est pas si libéral que ça. Si, c'est le libéralisme. Un interventionniste. Il y a, c'est des sous-aspects. Non, c'est des sous-aspects de ce qu'on appelle le libéralisme. On va rentrer dans ces détails-là maintenant. Et quand vous parlez de Marx, un peu plus de considération permettrait de mieux comprendre. Le monde d'aujourd'hui, depuis la chute du mur de Berlin, on a eu la guerre froide qui opposait deux idéologies, le communisme et le capitalisme, et puis arrive la chute du mur de Berlin où les capitalistes, qu'on appelle généralement les libéraux, ils vont imaginer, particulièrement avec Fukuyama, Francis Fukuyama à la fin de l'histoire derrière Rome, que c'était le triomphe final du capitalisme sur, et que ce sera finalement l'idéologie mondiale finale du monde. Définitive, non pas dominante, que ce serait la dernière idéologie du monde, de l'histoire. Pour tout le monde. C'est pour ça qu'il dit la fin de l'histoire. Mais on se rend bien compte que, attention, ils ont trop vite enterré, ils ont trop vite tué le gibier, alors qu'ils ne l'ont même pas encore attrapé. Parce qu'en 2025, le pays qui est quand même celui qui est le premier sur le plan de la qualité de vie et de l'économie, qui a sorti le plus grand nombre de personnes de la misère, qui caracole en tête des infrastructures de la production industrielle et qui a mis en place la plus grande, en termes de volume, la plus grande activité aussi, vous voulez, le plus grand dispositif de justice sociale. C'est un pays qui est ouvertement communiste. Il est ouvertement. Je suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas une question. Moi, je suis sur les faits. Beaucoup de misère. Après, faites comme vous voulez. La Chine a sorti un milliard de personnes. Beaucoup de rationnement. Faites comme vous voulez, il n'y en a pas en Chine. Allez-y, docteur. Il n'y a pas de rationnement en Chine. La Chine n'est pas un pays communiste, politiquement peut-être. Monsieur, dans la vie vous vivez sur la planète Terre ou ailleurs. Ils sont ouvertement communistes. Ils sont politiquement à gauche, mais dans le plan de la gestion commerciale. Laissez-nous la médiocrité française, la gauche, machin et tout ça. Je vous parle de choses universelles. Ils ne sont pas du tout sur le plan économique communiste. Vous voulez parler à M. Mandela, je vous laisse parler. Non, docteur Yam, si vous voulez parler à M. Mandela, je vous laisse parler. Quand vous avez parlé, je n'ai pas parlé. Comment les Chinois ne sont pas communistes? Ils sont dirigés par le Parti communiste chinois. Poursuivez, écoutez les autres. On vous a écouté. Ils sont dirigés par le Parti communiste chinois. Et ils disent eux-mêmes qu'ils ont un pays communiste. Donc, si vous voulez changer ce que la Chine est, allez le leur dire. Mais il reste que, attention, le problème fondamental que nous avons chez nous, en Afrique, particulièrement dans les pays du franc CFA et de la langue française, c'est que nous avons tendance à oublier que nous sommes des pays qui sont sous néocolonialisme. Et le néocolonialisme n'est que la phase internationale du capitalisme, c'est-à-dire du libéralisme et de l'ultralibéralisme. En tout cas, dans leur différence, que ce soit l'ultralibéralisme ou le néolibéralisme. Toutes ces choses-là, c'est du capitalisme. Et quand Marx prend la peine de bien expliquer ces choses dans l'idéologie allemande ou dans le Capital, il ne faut pas venir balayer ça parce que, attention, les autres qui, eux, sont dans les gens qui vont vous dire, par exemple, celui-là qui arrive dit « je n'ai pas d'idéologie », il n'a pas quelle idéologie. C'est le cas 40 qui le met au pouvoir. Il vient raconter n'importe quoi. Regardez justement ce que la France est devenue. Même l'homme le plus riche de France dit il préfère aller vivre aux États-Unis. Ce n'est pas, on ne construit pas un État
sur les émotions ou sur les opinions individuelles. On construit un État en tenant compte de la masse de connaissances qui ont été construites, structurées dans l'histoire. Et à partir de là, on projette cet État dans une direction précise en tenant compte à la fois des traditions et de ce savoir. Et en ce qui concerne par exemple l'Afrique, la question fondamentale va être qu'est-ce qui prime, l'individu ou la collectivité ou la communauté. La question fondamentale qui va également contenir un autre élément qui est celui de savoir si le fondement de la société est économique. Ça, c'est l'Égypte antique, Kétichouab, Taotep, qui seront repris par Platon. Si le fondement donc de la société est économique et que la régulation est seconde, la question électorale devient seconde et donc la démocratie électorale est seconde et c'est la démocratie économique qui est primordiale, qui est fondamentale. Vous regardez ces choses-là et vous les intégrez dans les éléments de vos partis. Qu'est-ce qui bloque au Cameroun? C'est que malheureusement, au fond, dans un environnement néocolonial, vous ne pouvez pas prétendre d'avoir une idéologie. Le seul parti au Cameroun qui n'a jamais eu une idéologie, c'est l'UPC, historiquement, malheureusement.